Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. 60 ans après les indépendances, le continent africain continue de faire l'objet des convoitises entre les grandes puissances mondiales. Il importe de souligner que l'Afrique représente à peu près 8% des réserves de pétrole du monde, 7% de l'or, 53% des diamants, 75% du platine, avec au moins 60% des terres arables. Si la Chine investit de plus en plus sur le continent africain, d'autres pays cherchent également à accentuer leur présence. Après l'Occident et l'Inde, la Russie cherche aussi à s'installer en Afrique. Mais pourquoi l'Afrique est-elle réellement convoitée par les grandes puissances mondiales? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Afrique objet de toutes les convoitises des puissances mondiales, quelle perspective? C'est notre grande interrogation. L'Afrique est très courtisée par les puissances occidentales et émergentes. On peut parler des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, du Japon, de la Grande-Bretagne et bien d'autres encore qui viennent sur le continent africain. Quête d'influence, approvisionnement en matières premières, sécurité, les motivations sont nombreuses, mais les retombées se font toujours attendre sur le continent africain. En l'espace d'une décennie, le continent africain a vu défiler chefs d'État et missions diplomatiques des grandes puissances mondiales. Les numéros 2, américains et russes, sont d'ailleurs toujours en tournée officielle sur le continent. Terrain d'affrontement entre l'Est et l'Ouest, au temps de la guerre froide, l'Afrique est redevenue un enjeu pour les grandes puissances, comme le démontre le balai incessant des missions diplomatiques sur le continent noir. Le coronavirus n'a pas freiné l'envie des puissances occidentales de se chercher une place au soleil dans l'Eldorado du monde qu'est l'Afrique. Dans cette convoitise, il n'y a que l'Afrique et les Africains qui ne comprennent pas encore les enjeux de la géopolitique mondiale, qui rêvent d'une Afrique sans les Africains. La Chine semble avoir pris les devants. Au cours des 2 dernières décennies, les ministres chinois des Affaires étrangères ont tous choisi l'Afrique comme destination de leur premier déplacement. 2018 n'a pas été une exception. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a effectué du 12 au 16 janvier de cette même année-là un périple qu'il a mené dans 4 pays. Vous l'avez bien compris, j'ai dit 4 pays. Le Rwanda, le Gabon, Sao Tomé et Principe, et sans oublier le Congo. En 10 ans, les dirigeants chinois ont effectué 79 visites dans 43 pays d'Afrique. Voilà ce qu'on appelle la convoitise. La Chine est devenue, depuis quelques années, le premier partenaire commercial, il faut le dire comme ça, et le premier investisseur en Afrique. Et les autorités chinoises comptent maintenir la cadence grâce à une diplomatie bien huilée sur le continent africain. Au-delà de sa puissance financière et de sa gourmandise pour les matières premières africaines, la Chine s'illustre aussi par le faible intérêt qu'elle accorde au volet du respect des droits de l'homme et de l'environnement dans le cadre de ses relations avec les pays africains. Selon le cabinet américain McKinsey, les entreprises chinoises génèrent 12% de la production industrielle africaine, estimée à 500 milliards de dollars, et disposent de 50% de la part de marché dans le secteur des infrastructures. Toujours selon ce rapport, plus de 10 000 entreprises chinoises sont aujourd'hui présentes sur le continent africain. Vous avez bien suivi. J'ai dit 10 000 entreprises chinoises présentes sur le continent africain. En 2000, le commerce sino-africain était estimé à 10 milliards de dollars. Il a atteint 220 milliards de dollars en 2014 avant de reculer sous l'effet de la baisse des cours des matières premières. En plus, la Chine pèse plus de 1/6 des prêts accordés au continent africain. Le numéro 2 et le chef de la diplomatie américaine de l'époque, Rex Tillerson, avait débuté lui son périple le mercredi 7 mars 2018, la même année que la Chine était justement sur le continent. Son premier voyage officiel en Afrique qui s'est terminé le mardi 13 mars de la même année. Ce périple d'une semaine le mènera donc dans 5 pays: l'Éthiopie, Djibouti, Kenya, Tchad et Nigeria. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique hors pétrole ont atteint 30 milliards de dollars et 66% des investissements américains en Afrique sont concentrés sur l'exploitation minière. Après avoir délaissé le continent après la guerre froide, la Russie fait de nouveau de l'Afrique une priorité de sa politique étrangère. Ainsi, dans le sillage des visites effectuées par les dirigeants chinois, américains et turcs, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est lui aussi en tournée sur le continent africain. Il a fait énormément de tournées sur le continent africain et dans plusieurs pays. Ils sont moins importants économiquement que les États-Unis, la Chine et la Russie. Les Turcs aussi sont de retour en Afrique et c'est le président turc lui-même qui joue les VIP
en multipliant les tournées accompagnées des principaux capitaines de l'industrie turque. Il faut préciser par ailleurs que toutes les grandes puissances jouent leur va-tout sur le continent africain, qu'ils qualifient d'Eldorado. Mais pour mieux le comprendre, nous allons regarder ces images ensemble, tirées d'un film, et vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que dans les films américains, eh bien, les messages sont clairs. L'Afrique est le continent du 21e siècle, c'est l'Eldorado du monde, et c'est tout. Tout va se jouer sur le continent africain. Regardons ensemble. Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lachlan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants. Messieurs, ça se passe dans un film, le message est clair. Je vais me tourner déjà vers vous, Edmond Kuaté, pour cette première réaction avec vous. Eh bien, il crée le chaos pour profiter justement de ce chaos. Le message est clair. Oui, Steve, le message est très clair. Et c'est un problème parce qu'il est tellement clair qu'il est compris de tous, sauf des Africains eux-mêmes. Je crois que les seuls qui ne comprennent pas le message jusqu'aujourd'hui, ce sont les Africains eux-mêmes. Du moins, certains Africains ne comprennent toujours pas encore le message. Parce qu'il faut quand même avouer que si je dis dans l'absolu que tous les Africains n'ont pas compris, ce serait une insulte à l'intelligence d'abord de ceux qui sont sur ce plateau. Parce que si nous sommes debout tous les matins à 6 heures pour faire ce travail de sensibilisation, c'est parce que nous avons compris le message. Et ceux qui se donnent le devoir de nous écouter tous les matins, également, c'est parce qu'ils ont compris ce message, justement. Et donc, il y a encore une partie des Africains qui croient encore, qui se laissent encore gaver de complexes imaginaires. La question que vous avez posée, pourquoi est-ce que l'Afrique est le centre de toutes les convoitises du monde ? Non, il faudrait la poser autrement, parce que c'est naturel, c'est de l'ordre du naturel, c'est de l'ordre du normal. Écoutez, la maison qui subit les foudres dans un quartier, c'est celle qui abrite la plus belle fille du quartier. C'est normal que tous les garçons convergent, que toutes les attentions des jeunes garçons convergent vers cette maison. C'est normal. L'Afrique, voyez-vous, est ce continent qui a été naturellement très doté, vous avez suivi dans le film, nous avons tout ce qu'il faut pour faire tourner, pour que la vie industrielle tourne. Nous avons ce qu'il faut en termes de ressources, en termes de matières premières et autres. Je suivais une vidéo où, je ne sais pas par naïveté ou par méchanceté, l'ancien président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire disait que celui qui aura l'Afrique aura le monde. Ça vous donne un peu une idée de ce que les Africains eux-mêmes... J'ai regardé cette vidéo également. Voilà, ça vous donne une idée de la conception que les Africains ont d'eux-mêmes. Ils ne disaient pas que bientôt quand les Africains se découvriront, ils vont contrôler le monde. Mais ils disent celui qui aura l'Afrique aura le monde. Ça veut dire que pour lui, l'Afrique peut être une propriété de tout le monde, sauf la propriété des Africains eux-mêmes.
C'est un problème. Et il faut avouer que des gens comme Houphouët-Boigny ont œuvré toute leur vie à faire justement que l'Afrique soit la propriété des autres, notamment de la France, parce qu'il a presque tout donné à la France de ce côté-là. Ils ont tout fait, pas seulement la Côte d'Ivoire. Je crois que vous savez très bien qu'il a contribué fortement à l'assassinat d'un président comme Thomas Sankara. Oui. Vous savez également qu'il a ardemment et avec acharnement combattu l'ex-président ghanéen Kwame Nkrumah, parce que c'était un panafricaniste du pur et celui qui croyait que les Africains devaient prendre leur destin en main et, n'est-ce pas, pouvoir contrôler leur propre richesse. Donc Houphouët-Boigny fait partie de ceux-là qui ont beaucoup combattu l'Afrique. Et donc, je disais, la question qu'il faut poser, c'est pourquoi est-ce que les Africains continuent de se laisser, n'est-ce pas, je vais dire marginaliser, piétiner par le monde entier? C'est plutôt de cette façon qu'il faut poser la question. Parce que pourquoi est-ce que nous sommes la convoitise du monde? C'est normal. Lorsque vous avez eu la grâce d'être doté des plus belles parures, des plus grandes beautés, des plus grandes richesses, c'est normal que tout le monde se tourne vers vous. C'est normal que ceux qui n'ont pas eu cette même grâce se tournent vers vous, vous convoitent et développent des stratégies pour arracher. Mais il est de votre devoir, impérativement et absolument, de mettre en place les stratégies pour protéger et préserver ce que vous avez gracieusement reçu de la nature. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut travailler. C'est à ce niveau que les Africains doivent travailler. Comment est-ce que nous continuons de nous laisser gaver de complexes imaginaires, genre on va nous aider, nous attendons qu'on vienne nous aider. C'est-à-dire qu'il y a des termes que les Africains doivent proscrire de leur vocabulaire. L'aide n'existe pas. Il n'y a pas de philanthropie dans les relations internationales. L'amour n'existe pas. Quelqu'un disait, avant il disait nos amis les bêtes, mais aujourd'hui, quand vous entendez un blanc dire nos amis les Africains, nous allons aider les Africains. Ah ça, c'est un langage qui doit révolter et révulser tous les Africains. On ne doit plus laisser les gens, n'est-ce pas? On ne doit plus permettre aux gens de tenir ce discours condescendant, ce discours, n'est-ce pas, de mépris, ce discours qui nous réduit à une simple expression. Quand on dit nos amis les Africains, non, les Africains ne doivent plus attendre l'amour des autres. Les Africains ne doivent plus attendre l'assistance des autres. Nous ne vivons pas de l'assistanat. Il faut qu'on sorte de cette vision malsaine qui veuille que nous attendons qu'on vienne nous aider. C'est ça le problème. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez un pays comme le Congo, scandale géologique, où si on ferme le Congo, l'industrie informatique et électronique s'arrête. Parce qu'il n'y aura plus de coltan, il n'y aura plus de cobalt. Si on ferme le Niger, l'industrie énergétique s'arrête. Parce que vous ne pourrez plus ravitailler les centrales nucléaires. Avec l'uranium. Avec l'uranium. Si on ferme le Mali, ce sera pareil. Et donc quand vous prenez seulement ces trois pays, j'aime souvent parler, n'est-ce pas, de l'angle géostratégique, du triangle géostratégique, c'est-à-dire Mali, Niger et Mali, Niger et Congo. C'est-à-dire quand vous avez Total qui exploite, n'est-ce pas, non, Mali, Niger et Mauritanie, parce que vous avez Total qui exploite, n'est-ce pas, le pétrole en Mauritanie, même Total exploite, n'est-ce pas, de l'uranium au Niger, et le même Total exploite, n'est-ce pas, du cobalt et de l'uranium également, et de l'or au Mali. Et donc, là-dedans, pour mieux contrôler cette zone géostratégique, ils ont foutu le chaos, justement, comme le monsieur a dit. Ils ont foutu le chaos et ça leur a permis d'installer leur base militaire là-bas pour mieux contrôler. Parce que vous n'allez jamais entendre, malgré la méchanceté des djihadistes, malgré la cruauté des djihadistes, vous n'allez jamais entendre qu'ils sont allés s'attaquer aux installations d'Areva. Ils ont tué tous les Nigériens. Mais là, c'est devenu Orano. Oui, Orano, c'est pareil. Ça dit chaque fois, c'est comme Elf qui devient Total. C'est pareil. Ça dit chaque fois qu'ils ont créé des scandales, vous savez, le scandale qu'il y avait derrière Areva, pour que ça devienne, pour que ça change de nom. Ils sont comme ça. Donc, ça, c'est les Africains qui comprennent pas beaucoup de choses. Et donc, je disais, il y a ce triangle géostratégique et géoéconomique qui veut que, justement, pour contrôler la Mauritanie, le Niger et le Mali, ils n'ont pas trouvé
autre chose à faire que de foutre la merde là-bas avec des djihadistes qui sont nourris, qui sont entraînés, qui sont armés, encadrés, n'est-ce pas, par les forces Barkhane, par tout ce qui vous avez financé, financé, je le dis, parce que armés, entraînés, financés justement par ces forces-là, et qui leur permet, n'est-ce pas, de créer le chaos pour vivre du chaos. Parce que j'ai toujours posé la question aux Africains qui pensent que les Français sont des gentils petits messieurs qui sont là pour donner leur vie pour le salut des Africains. Je leur ai toujours posé la question, mais dis donc, si des djihadistes sont si méchants que ça, si c'est des fous comme on le dit, si c'est des terroristes comme on le dit, pourquoi leur terreur n'a jamais atteint les installations françaises au Mali? Pourquoi leur folie n'a jamais pu atteindre les installations de Total? Parce qu'on ne nous a jamais dit que, n'est-ce pas, les djihadistes sont tellement méchants qu'ils sont allés s'installer aux installations de Total, qu'ils sont allés s'installer aux installations d'Areva, qu'ils sont allés s'installer aux installations de la France, même au Mali. C'est-à-dire que là où on suppose qu'ils ont été tellement méchants, tellement cruels, qu'ils coupaient les bras des gens, qu'ils tuaient des gens. Malheureusement, ces terroristes ne terrorisent que de simples citoyens. Ils ne terrorisent que de pauvres citoyens qui ne demandent qu'à vivre leur vie normalement. Et donc, vous allez comprendre que ces gens-là surfent sur une seule chose, la psychose et la peur. Lorsqu'on vous a vendu la psychose et la peur et que vous avez acheté, vous êtes prêt à tout céder. C'est ce qu'ils font aujourd'hui avec leur histoire de Covid. C'est une parenthèse, ce n'est pas le débat de ce matin, mais je dis, à chaque fois qu'on vous a vendu la peur et la psychose et que c'est passé, vous êtes prêt à donner femmes, enfants, parents et tout pour sauver votre vie. C'est ce qui se passe. Lorsque vous avez vu au Mali, n'est-ce pas, ces djihadistes-là, ces soi-disant djihadistes, je vais mettre tout ça entre griffes, ces terroristes fabriqués pour des raisons bien connues, lorsque vous les avez vus au Mali couper les mains des gens, tuer des enfants et tuer... Quelques semaines après, on vous a dit, il y a les forces françaises qui viennent parce qu'ils menaçaient de partir de Tombouctou, de Gao pour arriver, n'est-ce pas, à Bamako. Et subitement, François Hollande est arrivé là-bas et quelques jours après, des soldats français ont débarqué et puis ils ont dit qu'ils formaient une force d'interposition. Et lorsque le président tchadien, dans sa folie aussi, a cru qu'il fallait aller tuer tous les terroristes là où ils étaient, on lui a dit non, tu es en train de commettre des exactions. Alors moi, la question que je dois poser, ces Africains qui continuent de croire à la bienveillance, à la bienséance, à la philanthropie de ces gens-là, mais qu'est-ce qui nous arrive? Je l'ai dit, je répète, je suis formel là-dessus. Bourreau d'hier, bourreau d'aujourd'hui, bourreau à toujours. Il est impossible de croire que ceux qui ont été nos bourreaux d'hier vont devenir notre messie aujourd'hui et que notre salut va passer par eux. C'est des chimères, c'est des leurres et il faut sortir de là. Parce que quand nous parlons, quand nous disons qu'il faut mettre tous les moyens en œuvre pour chasser ces gens-là, y compris au prix de nos vies, on nous dit vous êtes violents. Mais j'ai bien envie de poser la question. Quand on venait nous esclavagiser ici, qui était violent? C'était avec la diplomatie? Avec la gentillesse. C'était avec beaucoup de gentillesse? Quand on venait installer la colonisation ici pour nous spolier, pour nous soumettre à la vexation, c'était avec beaucoup de diplomatie et de gentillesse. Parce qu'aujourd'hui, les Africains ont un langage. Non, il faut trouver des stratégies. Il ne faut pas être violent. Non, il faut... Non, mais j'ai dit, je suis ulcéré, estomaqué par ce langage des Africains. C'est avec violence et brutalité que nous devons bouter ces gens-là dehors. Ceux qui pensent que ça se passera de manière pacifique, j'ai envie qu'ils me disent avec quels moyens pacifiques on nous a esclavagisés. C'est-à-dire, on est venu dire aux chefs africains, montre calmement tes mains, on met les chaînes et puis on t'amène travailler dans les champs. Qu'on nous dise, quand ces gens-là venaient instaurer la colonisation et dans laquelle nous sommes encore jusqu'aujourd'hui, parce que c'est un leurre de dire qu'on a décolonisé. Il n'y a jamais eu de décolonisation, il y a eu changement de méthode. Les objectifs sont restés les mêmes, la spoliation et le pillage de nos ressources. Alors, cela ne s'est pas fait dans la paix, cela ne s'est pas fait de manière pacifique, ça s'est fait de manière violente, ça s'est fait de manière brutale, ça s'est fait de manière inhumaine. Alors aujourd'hui, si nous ne pensons pas que nous allons
utiliser les mêmes méthodes, les mêmes stratégies pour préserver ce que Dieu nous a donné, si nous ne pensons pas que nous allons nous-mêmes mettre notre intelligence, mettre notre savoir au service, n'est-ce pas, de notre continent et développer ce que Dieu nous a donné, nous allons continuer d'être le centre des convoitises. Et j'aime bien à le dire, l'Afrique finira par être comme cette jeune fille qui a été dotée d'une grande beauté et qui au soir de sa vie va compter le nombre, n'est-ce pas, de garçons avec qui elle est allée au lit, et elle dira, j'ai connu Jacques, il était très beau, mais il était pauvre. J'ai connu Pierre, il était un peu riche, mais il était brutal. J'ai connu tel, il me donnait rien, mais je l'aimais quand même. Et elle va citer tous les hommes et elle sera fanée, elle n'aura plus rien, elle n'aura plus personne. Et ce qui pourrait lui permettre, n'est-ce pas, cette beauté que Dieu lui avait donnée pour construire sa vie, elle ne l'aura plus, elle n'aura pas d'homme, elle n'aura pas de foyer et elle se retrouvera esselée. Si nous voulons courir ces risques-là, je crains que dans 50 ans, les générations futures africaines ne se retrouvent avec un sous-sol pauvre, avec un pays pauvre, sans industrie, sans rien, sans construction, sans infrastructure, parce que justement, nous aurons laissé ces brigands-là, ces voyous, ces voleurs-là, venir tout prendre pour construire leur nation, et nous allons continuer de végéter dans la misère et la pauvreté. Docteur Jean-Paul Bellec, au vu des explications de Edmond Kuaté ce matin, on comprend pertinemment que du côté de l'Occident, tout le monde calcule l'Afrique. Et d'ailleurs, dans cette vidéo que nous avons regardée tout à l'heure, tout le monde a les yeux rivés sur le continent africain. Je parle des États-Unis, de la Chine, de la Turquie, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne. Ils sont tellement nombreux, les pays qui veulent venir sur le continent africain, non pas pour, il faut le dire comme ça, développer le continent africain, mais tout simplement puiser ses matières premières, puiser son sol, puiser ses richesses pour aller développer justement leur pays. Oui, je pense que dans ta chute, tu as mieux reformulé la question pour revenir sur le thème que tu nous as envoyé pour ce débat de ce matin. Justement. Puisqu'il s'agissait des puissances mondiales. Oui. Or, dans le discours d'Edmond Kuaté, c'est pas ça qui apparaît, parce qu'il n'a jamais dit qu'il était on. Ensuite, il fait une analogie que je trouve pas du tout parfaite. Hein. Bon, rien n'est parfait, c'est vrai. Et avec une jeune fille. Il se l'avait pris un jeune garçon. Est-ce que les jeunes filles vont courir dans la maison du jeune garçon? J'ai jamais vu ça. En tout cas, c'est très rare. Allons-y. Non, je dis, c'est mon tour de parole, je dis ce que je pense. Oui. Bon, toi, tu as fait une chute à la fin en citant la Chine, tout et tout. Alors que quand même au début, toi-même, tu as parlé de puissance occidentale. C'est vers la fin, et le film renvoie vers les puissances occidentales, c'est vers la fin que tu cites la Chine. Et là, maintenant, on sort de l'Occident, on voit le monde. Oui. Ok. Moi, je dis le discours mathématique. Je continue à dire, d'ailleurs, je vais redonner mon numéro de téléphone, parce que c'est notre grand défaut. C'est les mathématiques. C'est rien d'autre de tout ce qu'on dit là. Je le dirai tout le temps. Et je le dis, la preuve. Tant que les gens n'auront pas bien compris cela, et tout le monde est capable de faire les mathématiques à un certain niveau, on va continuer à tourner en rond. C'est ça notre grand défaut. Il n'y a rien d'autre. La force physique qu'on a. Le Chinois qui tabasse l'Africain. L'Africain est plus fort que le Chinois. En plus, on est plus nombreux, puisqu'il est chez nous. Hein? Le monsieur qui insulte que ça c'est pour les nègres. Il est seul là, il est même pas fort. Ça se trouve c'est un vieux. Mais, attends, où est-ce qu'il tire ça? Non, donc ce n'est pas la force, parce que la force nous l'avons. Vous voyez? Et c'est pas l'intelligence. Tous les humains sont intelligents, pourvu qu'ils soient bien constitués. C'est un problème de mathématiques. Ok? Donc je redonne mon numéro de téléphone, et là j'insiste que les gens s'inscrivent à mes. Je vais faire un autre message après, mais ça sera plus du même ordre. Ça sera au niveau universitaire. Parce que j'ai commencé à dire quelque chose ici, je crois que c'était dimanche, à feu vert, donc je vais préciser un peu plus, parce que les idées mûrissent entre-temps. Alors, moi, mon numéro de téléphone, on peut m'appeler, c'est pas un problème. Si c'est les farfelus, je suis pas obligé de décrocher. Et même si je décroche, je peux raccrocher. C'est 671 85 77 05. 671 85 77 05. C'est important parce que, comme Kuaté le dit, on vient pas ici pour passer la matinée en rigolant. Pas du tout. On boit la bière. On est dans la lutte. Personnellement, moi, j'ai quitté l'Occident, ça fait déjà plus de 7 mois. Et je vais rester encore tout le temps qu'il faudra. Je suis dans mon pays, définitivement. Donc moi, maintenant, je considère que quand je vais en Occident, c'est juste pour aller voir mes enfants, régler quelques affaires, dans ma base, parce que je suis là pour la libération totale du continent. Oui. Et elle passera par les mathématiques. Ceux qui ne veulent pas me croire. Alors, donc, j'invite donc les gens à m'appeler et s'inscrire au cours de mathématiques. Et suivre les cours. Et ça concerne aussi bien les gens sur le terrain, ici au Cameroun ou en Afrique, que dans la diaspora. Voilà. Pour l'instant, d'ailleurs, je vois que j'ai plus d'élèves dans la diaspora que sur le continent. Ça concerne aussi les enfants. Parce que j'ai les mathématiques pour la vie, pour les adultes,
et même les adolescents, et j'ai les mathématiques simplement au niveau scolaire, et ainsi que les sciences physiques. Voilà. Il faut qu'on devienne des excellents. Voilà. Alors maintenant, avant d'aller plus loin, j'aimerais rendre hommage au président tanzanien. Parce que sa mort nous a été annoncée hier, elle est morte à 61 ans de problèmes cardiaques. Oui. Et allez savoir justement comment ça s'est passé. Parce que ce pays qu'on appelle la Tanzanie est un des pays les moins affectés par le Covid au monde. Vous voyez, il y a à peine une dizaine de morts en Tanzanie. Il y a à peine une soixantaine de cas en Tanzanie. Depuis le début, ça fait plus d'1 an. Et c'est le président qui avait fait le test en direct à la télé pour montrer que les tests PCR réagissent positivement sur beaucoup de choses, même la papaye. Vous vous souvenez de ça? On se souvient très bien. Voilà, et bien il est décédé. Que la terre lui soit légère et qu'il rejoigne nos ancêtres là où il devrait être. Voilà. Alors, donc, je reviens dans ce sujet. Je disais que il faut d'abord dire qui est le on. Le on, là, c'est même pas les Chinois. C'est pas les Français. C'est les talmudistes. Mais pourquoi? Parce que dans ce que Edmond Coité a dit, la fille est quand même vivante à la fin, même si elle est défraîchie, elle est vivante. Mais l'objectif, ces gens-là, c'est d'exterminer les Africains. Et quand ils en font des esclaves, ce sont des biens meubles. C'est même pas des humains. La fille, au moins, c'est un humain qu'on a exploité. Mais non. Chez les talmudistes, l'Africain n'est pas un humain. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça définitivement. L'Africain noir n'est pas un être humain pour ces gens-là. Parce que, donc, quel que soit le talmudiste, il y a les moins brutaux et les plus brutaux. Quel que soit le talmudiste, au mieux, l'Africain est un demi-homme, demi-singe. Et pour les plus brutaux, l'Africain n'est qu'un bien meuble. C'est écrit dans le Code noir. C'est bien mentionné. Voilà. Donc, et pour bien montrer que c'est même pas la France, attends, les Français, là, actuellement, le gouvernement français travaille pour les Français. La terreur, là, ils n'aiment pas la terreur avec le Covid là-bas en France. Et avant, ils n'ont pas semé la terreur parmi les gilets jaunes. Je parle de cas français. Ben, et puis, même avant, j'ai pas ici la loi jusqu'à Pompidou. Lorsqu'on oblige son État à emprunter de l'argent dans le marché mondial, au lieu de l'emprunter à la Banque de France, ça se joue pour les intérêts de la France, ça. Mais non. Donc, il joue pour les intérêts d'autres personnes. Qui gère la France? C'est le CRIF. Le CRIF est beaucoup plus lié à l'État d'Israël et à toute la diaspora juive dans le monde qu'à l'État français. Mais il gère la France. Alors, est-ce que c'est... Non, donc ce n'est pas ça. Parce que, moi je parle des mathématiques parce que, quelles que soient les mathématiques, parce qu'il y a plusieurs mathématiques, c'est pour ça c'est au pluriel, quelles que soient les mathématiques, le principe de base qui unit les mathématiques, c'est la non-contradiction. On ne peut pas tenir un discours et finir à la contradiction. Là, on ne fait plus les maths, là. Parce que là, maintenant, 1 peut être égal à 0, 0 est égal à 1. Bon, je donne des exemples sur les chiffres que tout le monde comprenne. Mais vous avez bien compris que les mathématiques ne se résument pas aux chiffres. On vous écoute. Ça traite de problèmes généraux. Les mathématiques jettent la lumière, quel que soit le problème posé. On peut utiliser les mathématiques pour y apporter la lumière. Quel que soit le problème posé. Ça, les mathématiques. C'est pas seulement les nombres. Et là, justement, on applique les mathématiques aux nombres. C'est une application des mathématiques aux nombres. On met la lumière dans les nombres. Mais les nombres, même le calcul ne fait pas les mathématiques. On y met de la lumière, même dans ce domaine qui s'appelle le calcul. Voilà. Donc, moi, je pense que maintenant que le problème est clair, ce sont les talmudistes. Ces talmudistes ont réussi à influencer, y compris la Chine. Alors, donnez un exemple. Vous savez qu'il y a à peine 30 ans, la Chine faisait partie des pays du tiers-monde. Hein? Bon, mettons même 40 ans, son truc que 30 ans, c'est pas assez. Il y a 40 ans, la Chine faisait partie des pays du tiers-monde. Or, aujourd'hui, la Chine, c'est le deuxième PIB mondial après les États-Unis. C'est la plus grande économie du monde. En termes de PIB, le PIB de la Chine, c'est les 3/4 du PIB des États-Unis. Et quand on sait que les Chinois ont acheté une bonne partie des bons américains, c'est-à-dire que les Américains sont endettés vis-à-vis des Chinois. En réalité, si on remettait cette dette, on la reversait à la Chine passera devant les États-Unis, déjà, à l'heure actuelle. Donc, il ne faut pas être étonné si, dans les vaccins, comme chez Moderna, vous tirez des Chinois à la tête de la firme Moderna. Il ne faut pas s'étonner. Leur rôle est proportionnel à la stratégie qui a été mise en place depuis même que Mao Tse-tung a commencé sa lutte. J'explique. Vous savez comment les Occidentaux arrivent en Chine? Ils arrivent en Chine par le commerce. Ils s'installent. Et bon, ça s'est fait un peu aussi dans nos régions, mais en Chine, c'est pas le commerce, ça c'est sûr.
que ce soit vers la fin du Moyen-Âge, ou que ce soit, c'est-à-dire à la Renaissance européenne, ou que ce soit dans nos temps modernes. Quand ils arrivent, il y a les Allemands, il y a les Américains, il y a les Français, ils sont tous là et ils s'entendent. Et puis à un moment donné, les Chinois trouvent que les Occidentaux en font un peu trop. Ils veulent se révolter. En fait, ils en font un peu trop. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Occidentaux, pour gagner plus d'argent en Chine et ils rendent les Chinois dépendants, ils ont injecté, les Anglais, surtout les Anglais, la drogue, l'opium. Ils n'étaient pas au départ en Chine. Ils ont injecté l'opium. Et quand les Chinois ont trouvé que bon, mais ça maintenant c'est trop, il y a eu la guerre contre la Chine. Et les Chinois ont perdu. Et donc une partie de la Chine a été rétrocédée à ces gens-là. Et d'ailleurs, depuis, ça a été le cas de Taïwan. Donc quand Mao Zedong commence la guerre de libération de la Chine, je vais dire quelque chose ici que beaucoup de gens ne savent pas. Il a l'appui des services secrets américains. Oui, oui. C'est vrai aussi pour le Vietnam. L'intelligence de Mao Zedong a été, en fait, d'utiliser cet appui-là. Et ensuite, de s'en défaire. Et l'intelligence de Ho Chi Minh a été la même. Utiliser cet appui, la CIA, et ensuite s'en défaire. Voilà. Nous, ici en Afrique, parce qu'ils savaient qui est leur vrai ennemi. Nous, ici en Afrique, là maintenant, moi, j'ai mis tout le monde dans le même sac, y compris moi-même. Parce que je ne vais pas me désolidariser de mon propre peuple. Oui. Voilà, là, je vais mettre même le plateau, je le mets dans ce sac-là. Puisque ce n'est pas nous qui dirigeons le pays. On est obligé de parler à travers ceux qui dirigent nos pays. Voilà. Ce que les Africains, quel que soit Alpha, y compris en Afrique du Nord, n'ont pas compris, c'est quel est notre vrai ennemi. Quel est celui qu'on doit absolument se débarrasser? Parce que même si tu touches l'autre, le jeu va continuer, il va seulement changer de forme. Quel est celui qui est capable d'expérimenter quel que soit l'endroit dans le monde? Parce qu'avant d'introduire le terrorisme en Afrique, avec cette approche d'utiliser les gens, les locaux, pour terroriser leur propre population, oui, ou les voisins pour terroriser les populations d'à côté, on l'a expérimenté au Proche-Orient. Les Ben Laden ont commencé comme ça. Et c'est cette expérience acquise au Proche-Orient qui maintenant est généralisée dans le monde entier, jusqu'à créer l'État islamique. On n'en parle plus maintenant. À partir du moment où les Russes ont mis leur grande salle, on n'en parle plus. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu l'État islamique et que Boko Haram a même été décrété comme une section de l'État islamique. Ces gens-là traduisent Boko Haram par... Bon, par contre, la Kouaté l'a bien dit. Vous allez comprendre le lien. Ils traduisent Boko Haram par l'éducation occidentale est un péché. Sauf que Boko ne veut pas dire éducation occidentale. Boko, c'est quand on écrit la Hausa, et qu'on utilise l'écriture occidentale pour écrire le Hausa. Cette écriture occidentale, c'est ça qu'on appelle Boko. Il y a aussi une autre façon d'appeler l'utilisation de l'écriture arabe. Vous voyez? Donc, Boko ne veut pas dire, c'est pas Bouk, c'est pas une déformation de l'anglais, et puis ce n'est pas non plus l'éducation occidentale. Bon, haram, ça veut dire mauvais, c'est de l'arabe. Donc, en fait, ça veut simplement dire que l'usage de cette écriture est mauvais. Mais les autres, ils ont traduit autrement. Pourquoi? Ça veut dire que c'est eux qui sont à l'initiative de cette chose et ils veulent l'orienter tel qu'ils le disent. En trompant les gens. Là, je rejoins Kouaté. C'est-à-dire qu'on fait croire que ceux-là sont contre les Occidentaux alors qu'ils passent leur temps à tuer leurs frères. Ils n'ont jamais touché un Occidental. Boko Haram, jusqu'à présent, n'a jamais touché. Les seuls Occidentaux qu'ils ont enlevés ici au Cameroun ont été libérés, n'ont pas été assassinés. On est d'accord? Je parle de Boko Haram, hein. Je ne parle pas d'autres terroristes. Voilà. Donc, c'est bien la preuve, on voit qui sont leurs employeurs, sans compter ceux qu'on a trouvés dans les chars, les Français, les Européens qu'on a trouvés dans les chars, voilà, du côté de Boko Haram, qui ont été même ici prisonniers au Cameroun. Et puis, Hollande a fait un tour, depuis on n'en parle plus. Tu veux que je chute? Bon, c'est pas grave, je peux chuter. Il y a une deuxième prise de parole. Il y aura une deuxième prise de parole, ne vous inquiétez surtout pas, docteur Jean-Paul Mbelek. Merci pour toutes ces explications. Simon D, jusqu'à preuve de contraire, pour le docteur Jean-Paul Mbelek, il y a un autre visage derrière qui se cache, derrière cet Occident qui vient justement sur le continent africain. Ce sont les talmudistes qui considèrent que les Africains sont moins, enfin, ce ne sont pas des hommes, ils sont mi-hommes et mi-singe. Et jusqu'à preuve de contraire. Voire bien meuble. Voire bien meuble, comme le déclare d'ailleurs le Code Noir. Nous en avons parlé sur ce plateau de DBS ce matin. Que doivent faire les Africains aujourd'hui quand ils savent pertinemment que les Occidentaux, et surtout les talmudistes, ne les ont jamais aimés? Mais il n'y a pas d'amour qui tienne. Edmond l'a si bien dit. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des intérêts qui comptent. Mais cependant, il faudrait que les Africains prennent leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut plus tolérer ces abus qui se passent partout en Afrique. Je le disais tantôt,
Il faudrait que désormais, dans les villages, quand ces Occidentaux viennent pour exploiter des produits, qu'on les empêche de prendre quoi que ce soit tant qu'ils n'ont pas signé un contrat avec des gens de ce secteur-là. Il est inadmissible que les gens qui sont propriétaires de leur terre, de tout ce qui est dans leur terroir, qu'on vienne les brimer, je ne sais pas quel terme utiliser. Non, il est temps que le gouvernement comprenne que pour aller exploiter soit le bois dans un secteur, qu'ils appellent les responsables de ce village, qui s'entendent sur leurs intérêts, avant qu'on vienne prendre quoi que ce soit. Parce que quand on voit des billes de bois sortir d'un village, il n'y a même pas de route, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a même pas d'eau. Les gens vivent dans des huttes, les enfants ne vont même pas à l'école. Le peuple ne travaille même pas. Les gens viennent prendre des milliards dans un village. Ils ne font rien pour ce village. J'ai des larmes aux yeux. Et il y a un prétendu État qui existe dans tous les pays africains. Dit c'est un scandale. Et tant qu'on met un terme à cette histoire, le seul moyen, c'est la révolution dans les villages. On dit plus jamais ça. Je vois des camions de billes de bois chaque jour qui sortent du Cameroun. Non transformés. Et pourtant, il y a une loi qui dit qu'on ne doit pas sortir les billes de bois non transformées. Mais au quotidien, c'est des camions de billes de bois. C'est un scandale. Ça, c'est ce qu'on voit. On ne peut pas voir l'or, le diamant, l'uranium qui sort clandestinement. Et des villages entiers. Non. Je sais qu'il y a un problème qui dit que la graine de maïs a toujours tort devant la poule. Mais non. À un moment, il faut dire non. Même le grain de maïs, on ne va plus ramasser. C'est pas possible. Il faut tuer la poule. Je dis encore, les gens qui descendent dans les villages avec leurs camions, on doit brûler les camions jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on doit négocier avec le peuple pour exploiter quoi que ce soit. Les gouverneurs ne vont pas rester dans leur bureau. Les fonctionnaires ne vont pas rester dans leur bureau. Des ouvriers du peuple. Le peuple paye des fonctionnaires et les fonctionnaires les briment. Mais finalement, ça signifie que les gouvernants sont complices justement de ceux qui viennent piller le continent africain. Sûr, ça part du Simondé. Le poisson ne pourrit pas par la queue. C'est pas la tête. Quand la tête est pourrie, on ne peut pas récupérer le reste. Non, il est encore mettre un terme. J'interpelle ici tous les Africains dans tous les pays africains qu'on mette un terme à cette exploitation du sous-sol et du sol africain. S'ils ont signé n'importe quel contrat, ça les engage. Le peuple doit être souverain. C'est terminé, on est fatigué. Non seulement, après on vous dira que l'État n'a pas d'argent pour payer. Bon sens. Tout le bois qui sort, tous les minéraux qui sortent, c'est pour aller où? Le pétrole. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça part où? Non, monsieur Goss, on ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est plus possible. On a déjà assez vécu cette exploitation sauvage de nos minéraux. Ce n'est plus possible. Mais attendez, des gens qui disent qu'ils sont riches. Vous avez déjà vu un riche venir s'installer dans la maison d'un pauvre? Montrez-moi un exemple d'un riche qui a laissé sa maison pour s'installer dans la maison d'un pauvre. Si un riche vient dans la maison d'un pauvre, ça veut dire que c'est lui le pauvre. Il a besoin de venir chez le pauvre pour s'enrichir. Il est encore en inverse les tendances. Ce n'est plus possible. Je dis que le docteur Belek, Edmond, ils ont dit des choses, l'essentiel. Il faut développer et mettre un terme à cette sorcellerie qui ne vise que les Noirs dans le monde entier. Pourquoi est-ce que les Noirs? Parce que c'est les seuls qui ne savent, qui oublient leur source. Ils oublient leur source. Vous ne pouvez pas me montrer une rivière qui n'a pas de source. Mais les Africains sont les seuls à avoir une rivière et ils ne savent pas d'où vient l'eau qui coule devant eux. C'est pas possible. Il faut remonter la source remonter la rivière pour voir la source. Et on nous a amené une histoire qu'on a amené le christianisme, comme disait tantôt Kouyaté. Comme si on est venu gentil, on vous dit, monsieur, montez les bras, on vous attache pour que vous alliez dans les champs. Ils étaient tellement gentils qu'ils nous ont monté le chemin du bon Dieu. Et vous devez nous installer dans la maison du bon Dieu, tellement gentil. Et celui qui n'est pas dans la maison du bon Dieu, il va en enfer. C'est-à-dire, on vient vous violenter pour vous en envoyer devant le bon Dieu. Non, c'est le contraire qui doit se passer. Ça veut dire que si le paradis était quelque part, ils ne seraient jamais venus en Afrique avec le paradis. Ils auraient balancé tout l'Africain en enfer comme ils sont en train de le faire actuellement. Il est encore maintenant. La preuve, c'est qu'au moment du coronavirus, on vous installe la peur et on vous parle du vaccin qui vous tue. Non, c'est du cinéma. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que les tendances s'inversent complètement et qu'on devait mettre chez nous. C'est terminé. J'interpelle ici tous les Africains qui se mettent en ordre de bataille pour dire non et non et non et non, plus jamais ça. Plus jamais ça. On vous comprend parfaitement, Simon D. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, on ne va pas oublier, hein, j'insiste encore, l'Afrique reste et demeure l'objet de toutes les convoitises des puissances mondiales, des mondialistes, des globalistes, des talmudistes même, eux qui sont toujours, il faut le dire comme ça, courent sur le continent africain pour y apporter, soi-disant, entre guillemets, de l'aide. D'ailleurs, Edmond Katia déclarait tout à l'heure que
il n'y a pas d'aide qui tienne. D'ailleurs, il nous aime tellement qu'il nous apporte de l'aide. Cette aide n'existe pas. Comment comprendre justement que, pendant ce temps, les Africains restent spectateurs de ce grand spectacle, justement? Tout à l'heure de ma première prise de parole à travers mon coup de gueule, je veux poser un problème qui est factuel. C'est-à-dire, voilà un locoderme qui débarque sur le continent africain, qui bénéficie d'un contrat de marché, notamment la construction d'un outil stratégique, à savoir un barrage hydroélectrique du côté de Nachtigal. Il vient faire le business sur le continent africain. Oui. Et il n'est pas respectueux ni des populations de ce continent, ni respectueux des institutions de ce continent. Avec la complicité des autorités. Lorsque j'ai dit cela, c'est le projet justement de ces gens. C'est-à-dire, ils arrivent sur le continent africain, ils n'ont rien à foutre de vos lois, ils n'ont rien à foutre de votre dignité, ils n'ont rien à foutre de votre respect, parce qu'ils ont des complicités endogènes. Donc, nous sommes dans un projet de recolonisation de l'Afrique de manière brutale. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas peur des mots. Lorsque vous avez un individu étranger sur votre territoire qui vous dit que votre pays est pauvre, mais vient quand même faire le business, ça veut dire qu'il vous fait comprendre que vous êtes pauvre, mais vient quand même faire le business chez vous. Il vous dit, vous n'êtes pas fait pour les lois. Ça veut dire qu'il vous fait comprendre que vous êtes moins que lui, donc lui il est supérieur à vous. C'est ce que ça veut dire. Et lorsque ceux qui nous suivent chaque matin renversent le paradigme, ils font recours à la répression avec la complicité de nos gouverneurs, de nos autorités, ça veut dire qu'en fait, justement, c'est ça la tradition de tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Et en aucun cas, ça ne peut laisser un Africain mentalement bien constitué de rester, j'allais dire, inactif. Moi, je suis très embêté, ou très même. Lorsque je lis, c'est un commentaire de nos téléspectateurs qui nous demandent encore qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ils savent ce qu'il faut faire. Réagir, faire comme les employés de cette société du côté de ce projet du côté de Nachtigal ont réagi. C'est-à-dire s'opposer à la répression, exiger qu'on leur respecte, qu'on respecte leurs droits. Vous savez, je voulais parler sur le contrôle de Edmond Kouyaté. Je voudrais convoquer quelques chiffres économiques. L'Afrique s'appelle 5% sur le commerce mondial. C'est la balance commerciale mondiale. 5%. C'est de nouveaux échanges commerciaux. 5%. N'est-ce pas? Oui, un peu moins même. Hein. Voilà. Ça, ce sont les chiffres de la Banque mondiale, en fait. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale. Maintenant, on nous fait comprendre dans les années à venir, la Banque africaine, non, l'Union africaine parle de 20 millions, n'est-ce pas, d'emplois qui seront détruits, alors que la Banque mondiale parle de 50 millions, un peu voire plus. Deuxième chiffre, troisième chose, vous avez une diaspora qui fait comprendre qu'il faut reconstruire. Je ne dis pas de la diaspora de l'autre côté, hein. La diaspora notamment qui travaille à la cellule africaine et l'Élysée, qui vous fait comprendre que il faut une reconstruction de l'Afrique à travers des partenariats. Mais bon Dieu, il y a quand même un problème, non? Vous avez des intelligences, vous avez des ressources naturelles, vous avez un marché, c'est-à-dire votre population qui va doubler peut-être dans 2, 3, 4 années à venir. C'est-à-dire c'est un marché potentiel. Mais on vous dit qu'il faut encore nouer des partenariats avec les gens qui vont encore vous gruger, qui vous trompent, qui vous mentent, qui vous partenarialisent, qui vous parlent avec condescendant, bref, qui veulent vous maintenir dans l'assistanat. C'est vrai que c'est nous le problème, ce n'est pas eux le problème. Lorsque vous avez quelqu'un qui veut vous assujettir, mais c'est à vous de réagir. Parce que si vous réagissez avec, n'est-ce pas, résignation, il va continuer son boulot. Oui. Et il y a donc justement ces Africains qui acceptent que justement l'homme blanc est très fort. C'est lui qui doit résoudre tous les problèmes du monde entier. Il y en a qui, même ceux qui nous regardent actuellement, il y en a qui croient à cela. Ouais. Ils sont très nombreux les Africains qui pensent comme ça. Albert Alator est ici. Que tant que le blanc n'est pas sur le continent africain, l'Africain ne vaut absolument rien. Prenez un exemple, lorsque vous entrez dans un service,
Si vous êtes le premier à arriver et que le blanc est derrière, il reçoit d'abord le blanc. Mais même s'il est bien en culotte, on le reçoit. Mais c'est pas parce que, en tout cas chez moi, si je suis reçu avant lui. La preuve, pour ne pas le Allez-y, Sibonde. il y a dans un village que je ne citerai pas, un monsieur qui est l'ambassadeur d'un pays, que je ne citerai pas également, qui s'est retrouvé dans un village, on a oublié, il était en culotte. En culotte devant des autorités traditionnelles. Vous imaginez une seule qui a un mépris avec la présence d'un ministre assis à côté. Ah ouais. J'ai été scandalisé. Monsieur Ngos, je n'ai jamais compris. Moi, je suis un panafricaniste, un traditionnaliste. Un monsieur dans une chefferie en culotte, on l'a anobli avec la présence d'une prétendue ministre camerounaise devant des rois. Non. C'est donc nous justement, pas nous. Pas nous sur Ce le sont plateau. les autres bon. qui leur donnent qui donnent le coderme, les éléments de mépris, de condescendance, d'irrespect. Et je pense qu'il va d'abord falloir, puisque nous avons la responsabilité du réarmement moral et intellectuel, il va falloir qu'on le dise aux Africains que lorsque vous êtes face à un blanc, il n'est pas supérieur à vous. Ils vous diront qu'ils ils ont des clochards chez vous, mais ils vont faire croire que... Alors qu'ils sont nombreux qui rêvent d'aller du côté de l'Occident, Albert Anatolaï ici. Non, je pense qu'il faut d'abord sortir de ce logiciel. Maintenant, quand j'ai dit cela, revenons donc maintenant à la thématique. Je pense que là, justement, l'Afrique, j'ai eu à le dire plusieurs fois sur ce plateau, la pandémie sanitaire Covid-19, c'est une opportunité pour le continent africain. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une troisième, il y en aura une deuxième ou une troisième opportunité. Ça, c'est sûr. C'est une très grosse opportunité. Et ils le savent. Lorsque M. Macron déclare que notre avenir c'est l'Afrique, mais il y en a qui sont... Je n'ai vu aucun dirigeant africain s'en offusquer. Même pas des intellectuels africains s'en offusquer. Je n'ai pas vu un politicien africain s'en offusquer. Non. Je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu des médias africains en dehors de dire, bien, ça en offusqué. Que quoi? C'est-à-dire que c'est le continent africain, l'avenir, puisque M. Macron, c'est le trompettiste des autres, l'ONU et les autres, vous avez cité tout à l'heure. C'est le trompettiste, c'est le cheval de Troie, lui, et la France. C'est un propos aussi scandaleux que ça, tout le monde est resté silencieux. L'Afrique, c'est notre avenir. Alors, et l'avenir des Africains, l'Afrique, c'est où? Mais écoutez, l'Afrique doit se reconstruire, là je suis d'accord. Par les Africains et pour les Africains. Oui. Cette reconstruction, elle est d'abord mentale, culturelle, parce qu'il faut se réapproprier notre histoire qui a été dévoyée et qui est dévoyée. Cette reconstruction doit être sociale. Elle doit être économique et politique parce que nous ne devons pas aller sur les paradigmes de leur démocratie, de leurs éléments de démocratie, qui est tout sauf une démocratie. Il faut donc passer par cette reconstruction-là. Et je termine par là, il faut fermer les frontières parce que j'insiste là-dessus. Ça fait des mois d'ailleurs et que vous le dites. démanteler les bases militaires qui sont sur notre continent, parce que le continent africain est presque, j'allais dire, le seul continent où vous avez les bases militaires, c'est-à-dire vous avez les forces d'occupation de son territoire. C'est inadmissible. Messieurs, il y a également un autre problème, c'est que les Africains ne s'aiment pas aussi. Non, là-bas, ils ne s'aiment pas parce qu'ils sont des idiots. J'assume ce que j'ai dit. Ils sont des idiots. Parce que très souvent, ils croient que leur ennemi, le blanc qui te donne qui lui donne par exemple 3 plantains, avec vous il donne une banane, ça veut dire que le blanc l'aime plus que vous. Alors qu'en réalité, ils vous manipulent. C'est des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Et ils font ça pour vous diviser, pour que vous ne soyez pas forts. Donc, ce que je suis en train de dire, et je termine par là, je pense que lorsque nous disons, il y en a qui vont dire que nous sommes des racistes. Nous ne sommes pas des racistes. Nous sommes réalistes. Je suis raciste, j'assume. Nous sommes des réalistes. C'est pas le souci. J'assume mon racisme. Je dis haut et fort. Nous sommes réalistes. C'est-à-dire, le continent africain, c'est un gros scandale. Un continent riche, qui est convoqué par tout le monde, même l'Inde est en train de venir en Afrique. En Afrique, oui. Tout le monde vient en Afrique. Mais il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas. Mais en réalité, il faut changer le casting, c'est-à-dire, il faut changer le contrat social. Le contrat social, c'est là pour les dirigeants. Merci, messieurs. On va regarder ensemble ces images justement d'une vidéo qui nous montre tout simplement que là-bas, on pense que l'Afrique est le continent du 21e siècle. C'est le continent de toutes les convoitises. C'est le continent où il faut aller
pour maintenir l'Europe et sans oublier l'Occident à flot et surtout, il faut le dire comme ça, riche. Regardons ensemble. Ça veut dire que le 21e siècle sera non pas chinois, mais africain. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. De tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors, c'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, mais ça n'est pas perdu et loin de là. La France reste le pays d'accueil des étudiants africains et quand on voit le potentiel de croissance du continent, eh bien, il faut surtout maintenir ce flux. Vouloir l'arrêter, c'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Donc oui, déroulons le tapis rouge. L'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons pas, le 21e siècle sera africain. L'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Et dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. Est-ce que vous discernez ce qui se joue dans les soubassements de la diplomatie internationale? C'est une compétition qui est engagée, et l'enjeu de cette compétition, c'est l'Afrique. Du fait du Covid-19, vous avez peut-être entendu que l'Europe allait débloquer une aide de 20 milliards d'euros pour l'Afrique, et la France a appelé à l'annulation de la dette africaine. On ne peut comprendre ces gestes en apparence généreux que si on les place dans le contexte de rivalité géopolitique qui oppose actuellement les grandes puissances et les puissances émergentes sur le terrain africain. Quand la France demande la suppression de la dette africaine, ce n'est pas par générosité envers les Africains. C'est parce que la dette africaine est détenue à 40% par la Chine. Et dans cette compétition, la Chine est l'obstacle principal. Quand l'Italie attaque ouvertement la France sur sa politique africaine, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce n'est pas uniquement parce qu'elle est principalement concernée par la crise migratoire ou par souci de justice. C'est aussi parce qu'elle est elle-même engagée dans cette joute diplomatique pour acquérir des parts de marché en Afrique. Et ces nations n'hésitent plus à sortir du conformisme diplomatique habituel pour s'envoyer ouvertement des invectives sur la question africaine. L'Italie accuse la France d'appauvrir l'Afrique, la France tacle la Chine sur la question de la dette, les États-Unis dénoncent les pratiques prédatrices de la Chine et de la Russie. Il faut donc comprendre que nous sommes à un tournant crucial de l'histoire. C'est l'avenir des nations qui se joue et il se joue en Afrique. Que compte faire la France sur le plan diplomatique pour supplanter ses concurrents? Le Sénat français a publié un rapport qui édicte 70 mesures que la France doit prendre pour reconquérir l'Afrique. C'est un rapport de 500 pages, je l'ai lu en diagonale. Alors, le titre de ce rapport, c'est « L'Afrique est notre avenir ». Alors d'abord, je trouve un peu cocasse que le Sénat de la République française publie un rapport titré « L'Afrique est notre avenir ». Donc, comme je le disais, ce rapport met en évidence 70 mesures qui doivent être prises par la France pour supplanter ses concurrents sur le terrain africain. Il y a plusieurs mesures intéressantes, j'en ai relevé deux notamment. Par exemple, en page 392, on a l'intertitre « Tenir un autre discours sur l'Afrique ». Les sénateurs expliquent que le discours qui est tenu sur l'Afrique est souvent un discours misérabiliste qui ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Et qu'il faudrait maintenant changer ce discours et rappeler que ce n'est pas seulement l'Afrique qui a besoin de la France, c'est aussi la France qui a besoin de l'Afrique. Et que ça doit être maintenant dit. Il s'agit de quitter le vieux récit sur une Afrique du passé et de susciter, selon l'expression plusieurs fois évoquée, un besoin d'Afrique qui soit le pendant d'une demande de France. L'amélioration de l'image et de la connaissance de l'Afrique doit s'inscrire dans le long terme et s'appuyer sur une recherche universitaire de qualité sur l'Afrique.
Pour faire face à ces défis, la diplomatie française, en premier lieu, doit pouvoir produire un nouveau discours sur la relation de la France à l'Afrique. Les enquêtes sur l'image de la France en Afrique sur la décennie montrent une dégradation sensible. Donc, ils expliquent là que l'image... Messieurs, vous avez suivi justement cet élément. Je vais me tourner vers vous, Edmond Cuatier. Vous êtes déjà assez enragé comme ça. Eh bien, ces gens, ils disent tout simplement que la compétition est engagée. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ils ne disent pas pour l'Afrique. En fait, l'Afrique est un réservoir de croissance pour eux. Bien entendu, ce sont eux les prédateurs. Quand le prédateur va à la chasse, il ne chasse pas pour le gibier. Il chasse pour lui, pour les besoins de sa consommation. Donc ici, l'Afrique, c'est un terrain de chasse où nos multiples richesses constituent la proie. Oui. Et eux, ils viennent en prédateur, c'est pour chasser et ramener chez eux. Quand vous allez, n'est-ce pas, dans la jungle chasser, quand vous avez abattu le gibier, que ce soit le buffle, que ce soit l'antilope, n'importe tout ce que vous trouvez le moyen de ramener ça chez vous au village et de consommer ça chez vous. Vous n'allumez pas un grand feu pour cuire le buffle là en forêt et dire aux autres animaux, venez me retrouver, on partage le truc. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc, chaque fois qu'ils mettent le pied en Afrique, c'est pour venir puiser l'essentiel en substance de ce que l'Afrique a comme richesse et pour aller construire le chez eux. Et je vais glisser là pour... j'ai été interpellé un peu par Dr Mbelek pour lui dire que j'accorde beaucoup de pertinence et en tant qu'homme de science, je dois le faire. J'accorde beaucoup de pertinence aux mathématiques également. Je crois même qu'il faudrait que ce soit des disciplines, ces disciplines, pas seulement les mathématiques, les physiques aussi, que ces disciplines scientifiques, n'est-ce pas, soient davantage et encore bien renforcées, parce qu'il faut le dire, je ne sais pas ce qu'on enseigne à nos enfants là, je ne sais pas si on appelle ça mathématiques, je crois qu'on les égare un peu dans trop de choses, Bidon. Il faudrait qu'on leur enseigne substantiellement les mathématiques telles qu'ils peuvent s'en servir et véritablement faire quelque chose de nouveau, parce que c'est pour ça que vous avez des cuvées d'ingénieurs qui n'ont d'ingénierie que de nom, mais qui dans la réalité, dans la pratique, ne peuvent pas exprimer une certaine ingéniosité. C'est ça dont il est question. Mais seulement, donc je souhaiterais que lorsqu'on s'adresse à un peuple meurtri, un peuple qui a subi presque 10 siècles de maltraitance, de barbarie et de sauvagerie, il faudrait qu'on soit précis et qu'on évite de les égarer dans des terminologies assez hermétiques et qui peuvent être compliquées pour eux et les égarer. Lorsque vous désignez les talmudistes comme étant les ennemis des Africains, le premier Africain va vous dire, il est où? Je le reconnais comment? Il est même quoi? Je le prends, je le vois où? Son village, c'est où? C'est-à-dire, si le premier Africain, le plus nerveux qui nous suit ce matin, le plus révolté qui nous suit ce matin, s'il dit, bon, il faut que je cherche le premier talmudiste là et que j'en finisse avec, il le trouve où? Il faut dire des choses concrètement aux gens. Et lorsque vous excluez les Chinois dans cette bataille, dans cette anthropophagie, parce que c'est de l'anthropophagie dont il est question, lorsque vous excluez les Chinois, non mais attention, il faut faire très attention. C'est comme si vous disiez qu'il y a des bons et il y a des mauvais prédateurs. Il n'y a que des prédateurs. Il n'y a pas de bons. Et des bourreaux. Il n'y a pas de mauvais prédateurs. Il n'y a pas de bon blanc. Il n'y a pas de bon bourreau, il n'y a pas de mauvais bourreau. Il y a le bourreau. Lorsque la Chine a commencé son intrusion en Afrique, c'était avec des prêts à taux concessionnels et sans remboursement. C'était d'abord avec des aides. La même tactique, c'est-à-dire c'était d'abord avec des aides, ensuite avec les prêts à taux concessionnels, et aujourd'hui, la Chine détient quand même 40% de la dette africaine. 40%. C'est-à-dire que la Chine a fait en 2 décennies ce que l'Occident n'a pas pu faire. Il faut le comprendre. Et aujourd'hui, les Africains sont tellement, je vais dire, emballés, entrelacés dans des ficelles de la Chine qu'il n'est même plus possible d'en sortir.
Je crois que vous avez vu par exemple le cas du Cameroun où le Cameroun suppliait pour que la Chine efface 40 milliards, 50 milliards de dettes et puis que la Chine a dit non. Il faut faire très attention. Donc ce sont tous des prédateurs. Il faut le dire aux gens. Lorsque vous parlez par exemple des talmudistes, moi je vais vous dire, lorsque vous dites ce n'est pas les Français, ce sont les talmudistes, je vous dis une chose. Quand j'ai vu un peuple malien debout, demandant le départ... aussi. Oui, d'abord malien. Demandant le départ des Français. Quand Macron est monté au créneau, il a dit quoi? Il a convoqué 5 chefs d'État. Il dit, je veux qu'ils viennent repréciser la pensée, s'ils veulent de nous ou pas. Ce n'était pas un talmudiste qui parlait, c'était le président français. Et je dois vous dire, Dr Mbelek, quand moi je marche dans les rues de la France, je vois les constructions des produits de l'esclavage. Je vois les infrastructures qui ont été construites avec le produit de l'esclavage et de la colonisation. Je ne vois pas les talmudistes, je vois les Français qui en bénéficient. Lorsque vous allez au musée de Louvre, vous voyez, ce ne sont pas les talmudistes. Ce sont les œuvres des Africains qui ont été volées, pillées, saccagées, arrachées aux Français. Et tous les Français en bénéficient. Il n'y a pas un Français qui s'est levé pour dire « Moi, je ne vais pas aller au musée de Louvre parce que c'est le produit du vol. » Non, ils en bénéficient. Lorsque vous voyez toute l'énergie qui ravitaille la France, que ce soit l'énergie domestique ou industrielle, ça vient des centrales nucléaires françaises. Et tous les Français en bénéficient. C'est de l'uranium qui est volé gratuitement. Au Niger, prix des vies des Nigérians. C'est de l'uranium qui est volé en Centrafrique. C'est de l'uranium qui est volé au Gabon. C'est de l'uranium qui est volé en Afrique. Et tous les Français en bénéficient. Si vous venez dire aux Africains, c'est l'œuvre des talmudistes, ils vont vous demander, le talmudiste, il est où? Et vous n'allez pas lui répondre. Il faut dire aux Africains ce qui se passe. Lorsque George Soros conçoit ses plans diaboliques, certes, il ne concerte pas tous les Américains. Mais les Américains en bénéficient. Lorsque les Rockefeller prennent en otage 133 des banques du monde, des banques centrales, le dollar bénéficie à tous les Américains. Il faut dire ça aux Africains. Vous n'avez pas besoin, quand on parle aujourd'hui par exemple des francs-maçons, des Illuminati, c'est un groupuscule de personnes. Mais seulement ils ont d'abord une nationalité et ils ont un projet qui bénéficie à certaines personnes. Et donc c'est de ça dont il est question. L'ennemi des Africains, ce sont les Occidentaux, ce sont les Chinois, c'est tous ceux qui viennent en Afrique par des moyens subtils, piller les Africains. Ils peuvent utiliser tous les moyens que vous voulez. Je vous ai parlé de la Chine. En 20 ans, la Chine détient 40% de la dette africaine. Elle est la première puissance sur le continent d'ailleurs. Convertissez ça, c'est beaucoup de milliards. Et la Chine aujourd'hui fait quoi? Brandit une arme aux Africains. Comme vous ne pouvez pas me rembourser, donnez-moi des concessions de pétrole, des concessions de bois, de minerais. Voilà comment ça se passe. Mais au départ, ils ont été très subtils. Ils ont dit non, c'est des taux concessionnels, c'est des prêts sans remboursement et autres, c'est des machins, c'est des machins. Et aujourd'hui, tout ce que la Chine dit aux Africains, c'est donnez-moi les forêts puisque vous ne pouvez pas me rembourser. Donnez-moi telle concession de minerais parce que vous ne pouvez pas me rembourser. C'est malsain, c'est des prédateurs. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de mauvais prédateurs, il n'y a que des prédateurs. Et je l'ai dit, je suis formel là-dessus. Le Messie de l'Afrique sera africain ou il n'y aura pas de Messie du tout. Vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre que le bourreau d'hier devienne votre Messie d'aujourd'hui et que votre salut doive passer par lui. Donc je suis formel là-dessus. Il est temps, et là je vous rejoins, il est temps que les Africains développent des disciplines d'ordre scientifique qui peut les éclairer et les amener à construire un continent digne de ce nom. Si nous continuons de vouloir faire le tri entre le bon français et le mauvais français, entre le bon américain et le mauvais américain, entre le bon occidental et le mauvais occidental à travers des terminologies genre Illuminati, genre talmudiste, genre ceci ou cela, nous n'allons pas nous en sortir. Nous allons nous retrouver encore dans une spirale où nous risquons de jamais trouver la sortie. Ouais. Messieurs, plus que 20 minutes pour sortir de cette édition. On ne va pas également l'oublier. On va aller rapidement au pas de course. Pendant ce temps, Dr Jean-Paul Mbelek, il ne faut pas également oublier que le Sénat français a sorti un rapport il y a quelques mois aujourd'hui. Nous avons parlé d'ailleurs de ce rapport sur ce plateau. L'Afrique est notre avenir. C'était d'ailleurs le titre, il faut le dire comme ça, du rapport des sénateurs français. Et jusqu'à preuve de contraire, ils insistent, l'Afrique, il faut le dire,
est l'avenir de la France. Et d'ailleurs, il demande même de changer de discours. Maintenant, le discours doit être changé. Ça signifie une chose simple, c'est que la France a besoin de l'Afrique, mais il faut également que l'Afrique ait besoin de la France. Avant de répondre à ça, depuis que je viens à DBS et puis dans d'autres médias, j'ai appris à communiquer. Donc je vais dire un mot là, c'est pas possible. Edmond Kouaté dit qu'il me rejoint nulle part. Moi, ce que j'ai compris, voilà une personne qui est en train de te dire que moi, avec toi, il y a une différence. C'est tout, il me rejoint pas du tout. Il faut dire. Et puis j'ai vu que les autres ont réagi positivement à ce qu'il dit. Mais tant mieux. Mais ce n'est pas ça. On peut dire tout ce qu'on veut ici. Le peuple, c'est lui qui a la décision finale. Donc ça sert à rien de montrer qu'on en sait plus que l'autre et que l'autre. Quand je parle des mathématiques, il n'y a pas plus exact ou précis. Donc, en quoi mon discours n'est pas précis? On vous comprend parfaitement quand vous parlez de talmudiste pour la profondeur de la chose. Non. Il y a eu beaucoup d'émissions. Moi, je parlais de non-contradiction. Oui. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit ici, que ce soit aujourd'hui ou demain, on ne doit pas créer de contradictions. Si vraiment on veut éclairer le peuple. On vous comprend. Or, on a parlé des Illuminati, tout ce qui et Macron, il dit Macron est un talmudiste. Regarde le discours qu'on a entendu dans la deuxième vidéo, c'est un discours qui il est convenu et on comprend que les gens l'ont appris par cœur. Ils le récitent chacun à leur façon. Ils l'ont appris quelque part, que ce soit dans les loges, que ce soit dans le groupe d'un média. Ils se réunissent et ils décident. Voilà. Mais c'est le même discours. Quand vous prenez la presse en France, vous allez voir que vous lisez une presse. Ce sont ces gens-là qui contrôlent. Ce sont des talmudistes. Soros est un talmudiste. Rockefeller est un talmudiste. C'est les 13 familles. On en a parlé ici. Oui, on en a donc parlé. Dire qu'on ne sait pas qui il s'agit, j'ai dit, ils ne sont pas tous, mais la plupart sont de religion juive. Et j'ai dit que, par contre, tous les juifs ne sont pas talmudistes. Parce que le juif simple, il lit la Torah, l'Ancien Testament. Ça lui suffit. Et il suit la halakha. Mais les talmudistes, c'est les commentaires de rabbins. Ça remonte au Moyen-Âge. Et ça a poursuivi jusqu'au Rothschild. Et ils ont un projet pour le monde. Et je dis que, quand je dis talmudiste, j'ai déjà expliqué, le président Badkani peut dire Illuminati, d'autres vont peut-être dire mondialiste. Je lui ai expliqué pourquoi moi je dis le mot talmudiste. Je l'ai encore dit hier dans d'autres médias. Je dis ce mot talmudiste parce que dans le Talmud, c'est écrit, tout ce que j'ai dit là, que le noir est un bien meuble, que le noir est un demi omniscinge, suivant les Talmuds, c'est écrit. C'est parce que c'est écrit que j'utilise le mot talmudiste. Je l'ai justifié. Maintenant, je n'ai jamais dit, ça c'est un mensonge. Je n'ai jamais dit que les Chinois n'exploitaient pas l'Afrique. Je n'ai jamais cherché à dédouaner les Chinois. Je me suis arrêté parce que j'ai dit je chute. Je n'ai jamais... Je voulais justement expliquer que dans le commerce, l'image est importante. Les talmudistes passent leur temps à salir l'image de l'Afrique. C'est pas donc étonnant que ce soit les Indiens, les Chinois, les Turcs, toute autre nationalité qui avait en Afrique, ait déjà une image négative des Africains. Ça, c'est le travail des talmudistes. Je vous signale que avant qu'il y ait une relation, donc avant l'esclavage, une relation dramatique, la colonisation, une relation dramatique entre l'Occident et l'Afrique, il y a eu une relation avec la Chine commerciale. Regardez la côte Swahili, l'Afrique de l'Est. Vous allez voir qu'il y a eu des échanges plus de 1000 ans avant le début de l'esclavage entre l'Afrique de l'Est et la Chine. Et c'était il y avait respect mutuel. Et le commerce était profitable. On voit encore les porcelaines chinoises qu'on voit en Afrique de l'Est. Et nous savons que ce commerce est tellement florissant que les Swahili contrôlaient l'or du monde. En tout cas, l'or qui avait cours en Occident. Je l'ai déjà dit ici. Voilà. Donc, les relations avec la Chine... Alors, normalement, ça s'est dégradé comment? Ça s'est dégradé parce que les Chinois ayant été colonisés, en tout cas, subi une occupation autour, ainsi que les Asiatiques, ils ont été sensibles à cette propagande anti-nègre. Ce qui fait donc que quand ils viennent ici, on leur passe la misère des Africains, ils viennent avec des a priori. Donc, et puis, comme eux-mêmes, ils sont entrés dans le capitalisme, ils viennent aussi pour exploiter. Donc, c'est à travers cette idéologie talmudiste que les Chinois nous la resservent. Mais ce n'est pas eux les initiateurs. Oui. Regardez les Russes, c'est différent. Parce que les Russes ont subi les talmudistes. La révolution russe, en 1917, mais c'est la plupart du temps, c'est les Russes de souche qui ont été massacrés par les mêmes talmudistes. Ils faisaient des procès. Et qu'est-ce qu'on tuait après? Le peuple russe et les dirigeants qui étaient russes de souche. Même Poutine l'a reconnu, ça. La plupart des pogroms. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas Staline. Quand Staline vient, il règle compte à tous les dirigeants talmudistes. Bon, je ne peux pas dire que Staline était un enfant de cœur. Mais, en tout cas, au niveau des massacres qui se faisaient déjà, Staline a beaucoup visé les talmudistes. Léon Trotsky travaille pour les talmudistes. Les trotskistes, la plupart du temps, leur idéologie est toute différente de celle de Mao ou de Staline ou d'autres. Parce qu'ils ont cette... Et c'est jamais très clair. Parce qu'en même temps, ils parlent de la gauche, en même temps, ils collaborent avec le capitalisme. Vous voyez? Donc,
Tous ces gens-là, je prends par exemple le cas de Jospin, par exemple. Il a commencé comme trotskiste. Mais vous voyez, c'est un capitaliste. Non, mais c'est pour vous dire qui est qui. Vous voyez. Alors, donc, je dis que dans les 30 pays, la plus forte PIB du monde, le top 30, le Niger occupe le 28e rang. La Turquie est à peine 2 rangs en avant. L'Inde, pareil, peut-être 3 ou 4 rangs en avant. Et la différence n'est pas énorme. Comment ça se fait que l'image qu'on a de la Turquie quand ils viennent opérer en Afrique n'est pas celle qu'on a du Nigeria qui est juste à côté de chez nous? Parce que les Talmudistes ont fait leur sale boulot, ce qui fait qu'on n'est même pas capable de voir que le Niger est une puissance mondiale aussi. En réalité, là, on en est. Et c'est eux qui sabotent le Niger avec la corruption et tout, et qui font que Boko Haram sévit au Nigeria. Pourquoi ils ont mis Boko Haram au Nigeria? Ils savaient ce qu'ils faisaient. L'Afrique du Sud dont on parle beaucoup n'est pas dans les 30 pays à plus haut PIB. La différence entre le PIB des États-Unis et du Niger n'est que de 50. C'est un facteur 50 seulement. J'ai regardé. Le PIB des États-Unis, c'est 22 000 milliards de dollars. Le Niger, c'est 467 000 milliards de dollars. Ok? Allez sur le net, tapez PIB, classement mondial, vous allez voir. Oui. Voilà. Alors, donc, la vérité, c'est que si on veut s'en sortir, ici, par exemple, nous sommes des voisins, on devrait renforcer le Nigeria. Tous les Africains, on dit qu'on ne s'aime pas. C'est faux. C'est pas qu'on ne s'aime pas. 3 ans a essayé d'éclairer le problème en disant que cet esclavagiste-là. Parce que l'esclavagiste lui-même est un élève des talmudistes. Oh. La franc-maçonnerie, tout ça, ce sont les élèves des talmudistes. Ce n'est pas eux-mêmes qui font le travail, l'idéologie. Ils sont seulement des élèves qu'on manipule aussi. Donc quand celui-ci vient là, et il maltraite les Camerounais ici, chez eux-mêmes, voilà. Cette personne-là le fait pourquoi? Mais parce que nos autorités sont corrompues. Elle sait très bien qu'on va envoyer l'armée, et le peuple aussi le sait. C'est pour ça, même quand un Chinois tape quelqu'un, ils ne réagissent pas, parce qu'ils savent ce qui va arriver derrière. On nous a habitués comme ça, on nous a matraqués avec ça. Donc, moi j'ai toujours dit ici que la race noire est une race forte. Et ce n'est pas du racisme que de le dire. Hein, Simo? Tu dis que tu es raciste, tu n'es même pas raciste. Pourquoi tu te donnes quelque chose que tu n'es pas? Parler de race n'est pas faire de racisme. Le racisme, c'est parler de race supérieure, inférieure. C'est ce que font les talmudistes. C'est la classification hiérarchique des races humaines. Mais ce n'est pas parce que tu parles de race que tu es raciste. Toi, tu n'es pas raciste. S'il y a des Africains racistes, il ne doit pas en avoir beaucoup. Voilà. Bon, ok, tu veux que je chute. Alors, je vais donc annoncer une nouvelle. Oui. Voilà. En mûrissant un peu ma réflexion, je suis arrivé à la conclusion suivante. Je ne vais pas attendre l'université de Douala pour fonctionner. J'ai déjà mon centre qui s'appelle AfriSciences. Il est équipé, plus que l'université de Douala au niveau de la physique, par exemple. Donc, je lance un appel. Une mot téléphone, j'ai donné. Les étudiants peuvent m'appeler désormais. Je vais faire un tri et sélectionner les meilleurs d'entre eux. Je parle de mathématiques et de sciences physiques, physique et chimie. Ils peuvent m'appeler. Donc, je vais constituer comme ça un groupe qui va commencer à travailler avec moi. On va donner des thèmes de recherche et faire des expériences, y compris faire des réflexions au niveau théorique. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est comme si j'allais créer une école. Donc, ils sont libres de m'appeler. Ils m'appellent, on se rencontre et au final, on fera une sélection. Merci. Messieurs, ça, c'est ma contribution. Donc. Votre contribution. En tout cas, plus que 10 minutes pour sortir de cette édition. Simon D, on va aller rapidement au pas de course. Tout le monde veut acquérir des parts de marché en Afrique. L'avenir des nations se joue. Et cet avenir se joue sur le continent africain. Pendant ce temps, où est l'avenir de l'Afrique? Simplement qu'on a modernisé l'esclavage. Où est l'avenir de l'Afrique quand tout l'avenir du monde entier se joue en Afrique? Oui, parce que tout le monde se rend compte que, bon, pendant l'esclavage, on venait avec les chaînes, on venait avec les fusées. Mais maintenant, c'est dans la tête qu'on esclavagisait les gens. Il est en constat de cet esclavage. Cet esclavage, c'est à travers les religions, c'est à travers la santé, ça beaucoup de choses. Tant qu'on ne sort pas de cet esclavage mental, on ne peut pas s'en sortir. Les gens vont venir faire le cinéma, mais il est temps qu'on éduque la population qu'on éduque le bas peuple pour revendiquer leurs droits. C'est ça qu'ils appellent. Et qu'on rappelle à tous les citoyens du monde, de l'Afrique particulièrement, que les fonctionnaires, ce sont les ouvriers du peuple. Ils ne sont pas les patrons du peuple. Parce que quand vous payez un pain, vous payez le salaire d'un fonctionnaire. Oui. Donc il doit vous respecter. On ne peut pas, un ouvrier ne peut pas mépriser le patron. C'est pas possible. Sinon le patron le vit. Et tel qu'on a balkanisé l'Afrique, on a détruit les moyens des Africains, on a fait de nous des esclaves intellectuels. La chaîne est partie du coup à la cervelle, on ne réfléchit plus, on se laisse embarquer dans toutes les directions, on ne se contrôle plus. Il est temps qu'on revienne sur terre et qu'on redéfinisse les rôles de chacun dans tous les pays africains et qu'on sache défendre nos intérêts partout où nous nous trouvons.
Il n'est plus question que les Occidentaux viennent, les Orientaux viennent en Afrique faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et on les laisse partir. Donc le peuple doit prendre leurs responsabilités là où ils sont, que ce soit dans le bois, dans n'importe quoi, qu'ils défendent leur patrimoine, parce que c'est leur patrimoine. Ce n'est pas le patrimoine des dirigeants. Il n'est plus question. Il faut arrêter. Merci beaucoup, Simondé. Albert Anatola, ici, où est l'avenir de l'Afrique lorsque l'avenir du monde entier se joue sur le continent africain? Je pense la semaine dernière ou cette semaine, j'ai regardé des images qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, notamment celles relatives à une nouvelle gamme de billets de banque de la BERC. Alors, mon attention a été attirée par un visuel. Oui. Vous avez un tracteur, et sur le tracteur, c'est des blancs. Je dis, waouh, un billet de francs CFA, et vous avez le visuel des blancs. Et même sur le billet de 10 000. Ah là, sur l'ordinateur, ce sont les blancs. Sur l'ordinateur, ce sont les blancs. Waouh, semble là. Et non les visuels des Africains, c'est-à-dire des Noirs. Puisque les billets sont faits à Chamalières, Albert Anatola, ici. Non, c'est pas anodin. Je pense que cette affaire-là, c'est la BERC. C'est vrai qu'il y a 3 représentants de l'OCODEM là-bas qui ont le droit de veto pour éviter des réformes éventuelles. Mais je suis en train de dire que il y a donc ces deux images attirent mon attention, le tracteur et de l'OCODEM sur le tracteur. C'est peut-être symbolique, mais en fait, ça a un sens. Ça veut dire que nous tenons la monnaie, nous tenons votre monnaie, nous tenons votre économie. C'est ce que cela veut dire. Tout à l'heure, je vous ai répondu en partie. On vous faisait comprendre que lorsque M. Macron, dans l'interview accordée à Jeune Afrique l'année dernière, indique que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Et je vous ai également dit, je vous ai exprimé mon désordre, j'allais dire mon inquiétude, de constater que aucun dirigeant africain, aucun politicien africain n'a réagi à ces propos. Ça peut comprendre qu'ils ont le deal de ce côté-là, mais pour l'ensemble du peuple africain, c'est inadmissible. La France est construite par les Français et pour la France. L'Afrique doit être construite par les Africains pour les Africains. Oui. Ça, c'est incontestable, c'est négociable, c'est même pas négociable. Donc, ceux qui pensent, ceux qui sont en train justement, ceux qui sont dans ce que j'appelle les hallucinations, il faut qu'ils sachent que autant il y a une dynamique qui se met en place chez eux, même si elle est vieillissante, chez nous, il y a une dynamique qui est jeune et qui est encore plus forte. Et qui se met également en place. Et qui est même déjà en place. La preuve, c'est que nous sommes là. Donc, il y a une masse critique importante qui ne peut pas accepter les arrangements ou les accords léonins qui ont été signés hier et qui nous posent des problèmes aujourd'hui. On ne peut pas accepter que les individus viennent faire entrave à notre bien-être, à notre dignité, parce qu'il s'agit d'une affaire de dignité. Lorsque vous avez un Chinois qui manque de respect à un Africain, ça veut dire qu'il piétine votre dignité, votre respect. Et je pense qu'aucun être humain normal ne peut pas accepter qu'on lui manque de respect et qu'on piétine sa dignité. En tout cas, je ne suis pas de cela. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin plus que jamais de notre diaspora, de la vraie diaspora. Je ne parle pas de la diaspora assimilée qui va venir remplacer les gouvernants actuels, non. Je parle de la diaspora panafricaine, nationaliste, patriote. Parce qu'il va venir faire bouger les lignes, et j'en fais partie en tout cas. Donc il faut que les lignes bougent, et je suis en train de vous dire, pour terminer par là, nous, il faut véritablement des émissions comme celle-ci pour un réarmement moral et pour l'éducation, n'est-ce pas, à la citoyenneté, parce que nous avons ce problème. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème dans la rue, nous avons tendance à nous étriper, alors qu'en réalité, pendant que vous êtes en train de vous étriper, l'autre lui passe par derrière, il commet ses forfaits. Donc je pense qu'aujourd'hui, et j'insiste également sur le changement du contrat social, c'est impératif. Parce que les instruments, qu'ils soient politiques, économiques, financiers qui sont en place, ce n'est pas notre fait. Ce n'est même pas adapté à nos spécificités. Ce n'est pas adapté à nos perspectives, puisque nous parlons de perspectives. Ce n'est pas adapté à cela.
Merci beaucoup Albert Natola, ici messieurs. Permettez-moi de lire quelques messages avant de se séparer ce matin. Bonjour à toute la grande famille d'IBS. Un grand merci pour tout ce que vous faites pour édifier et sensibiliser notre beau continent qui est l'Afrique. Monsieur Ngos, s'il te plaît, transmets-moi un bonjour spécial au président Cyril Sambaka, que je souhaiterais aussi voir dans vos différents débats pour édifier les Camerounais en particulier et en général l'Afrique. Un grand homme, c'est Etam et Alexandre qui nous écrit depuis Paris, en France, ce matin. Ils sont très nombreux les messages, je vais commencer par les derniers. Là, c'est quelqu'un qui nous écrit, il dit « Où va l'Afrique? L'écosystème est en train de disparaître. » Cette personne nous appelle, et c'est son nom. Bonjour au plateau, les problèmes de l'Afrique tiennent à une seule chose, la volonté uniforme de nos dirigeants. Ils ont les leviers pour nous libérer, mais sont égoïstes et chacun veut conserver son pouvoir. Il est important que les masses se lèvent comme un seul homme. Dieu bénisse l'Afrique. Waraba de Kribi, merci également à vous. Ils veulent toujours la guerre en Afrique pour assurer leur base, puisque leur seul objectif est de submerger l'Afrique pour de se nourrir de nos chairs et des bases, comme ils ont reçu à faire au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Mais ce n'est plus l'heure pour recoloniser l'Afrique. Ces mêmes personnes sont exécrables. Ils nous terrorisent. Après, c'est pour aller à France 24 pour magnifier des salades et distiller sur les médias sans honte de leur part. Cette personne nous écrit depuis le Gabon et n'a pas donné son nom ce matin. Bonjour DBS ce matin, mes remerciements à l'équipe technique et les panélistes de ce service que vous faites pour l'éveil de conscience aux Africains. Mais pensez au président Badakani pour bon rétablissement. L'Afrique doit s'unir pour protéger notre continent contre les prédateurs qui rôdent autour. C'est Amadou Kidé qui nous écrit depuis Nouakchott, c'est en Mauritanie. Toujours par le plus bas. Bonjour Steve, je demande le titre du film. Bien merci. On vous donnera le titre plus tard. Hein. Bonjour à tous, bravo à vous. Vraiment, ce film doit être partagé partout. Deuxièmement, c'est la religion qui ferme les yeux des Africains. Ça fait mal, vraiment mal. Ibrahim Poulo depuis Ngousso, c'est à Yaoundé. Bonjour Monsieur Steve, bien de choses à tous ceux qui sont sur le plateau ce matin et bon courage à vous. C'est Sori Amadou depuis Niamey au Niger. Bonjour Monsieur Gossi, à tous vos panélistes, permettez-moi de m'écarter légèrement du débat avec une nouvelle qui m'a choqué. La Ligue de football professionnel annonce que les clubs français vont bloquer leurs joueurs extra-communautaires pendant les périodes FIFA. Non seulement sur le plan légal, ils n'ont pas le droit de le faire, mais pendant que nos frères vont rester là, leurs coéquipiers européens vont jouer entre eux. Et quand on pense que le président de la FIFA court derrière nos chefs d'État depuis des mois, quel est ce mépris à travers les Africains à ce point? Bref, Steve, le professeur Raoul disait sur Radio Sud France par rapport à la question, à la gestion des Européens sur le Covid, le roi est nu et sur tous les plans. Que ceux qui nous traitent de complotistes écoutent très bien ces propos. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin. Bonjour Steve et à tous vos invités, que Dieu vous protège. L'Afrique, objet de convoitise, c'est normal vu toutes les richesses que ce continent regorge. Comme perspective, nous devons, nous Africains, quitter d'abord le complexe d'infériorité face aux Blancs, quitter tous les accords signés avec tous ces lobbies, réformer dans nos pays le système éducatif en enseignant au peuple les valeurs du nationalisme, du patriotisme et surtout faire tout à ce que nous allions à la tête de nos nations des vrais panafricanistes, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, à la tête de nos nations des vrais panafricanistes qui ne seront pas prêts pour raison de pouvoir à signer des pactes secrets avec ces colons. Cesser de donner les premières places à tous ces lobbies dans nos différents projets et surtout, nous ne devons pas les laisser toujours parler en notre nom sur l'échiquier international. Il faut aussi fermer nos frontières à tous ces colons. C'est Rachid depuis Bafilo, Togo. Du courage à tous les Africains et bonne journée à tous sous la protection divine. Merci également à vous qui nous écrivez depuis le Togo ce matin. Bonjour Steve Ngos ainsi qu'au panel. Le thème de ce matin vraiment capital. Plus que jamais l'Afrique noire doit surtout s'unir ou alors elle va disparaître. C'est une verdict difficile mais utile à l'observation. Nous attendons que l'Occident nous le demande pour que nos élites à leur service s'y emploient. Hélas, 3 fois hélas, quand l'Occident va le demander, sachant que les ressources seront épuisées ou qu'ils auraient trouvé une panacée à ces besoins en matière première pour leur évolution. Et nous resterons définitivement dans notre misère. Et même là encore, nous Africains allons encore trouver des excuses à ces monstres prédateurs. C'est très triste et grave que nous soyons incapables de comprendre la vie
internationale. Nous devons absolument nous réveiller, sinon nous allons pleurer nos sentinelles que vous êtes. Monsieur Bellec et tous les panélistes sont en train de mettre leur vie en danger pour que les Africains noirs comprennent. Mais diantre, réveillons-nous. Je suis à Sous depuis l'étranger, précisément à Paris en France. C'est ce qu'il nous dit ce matin. Bon, je dis bien ce matin, mes respects à vous, monsieur Ngos, pour ce que vous apportez à notre intellect chaque matin. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre pourquoi nos dirigeants n'arrivent pas à couper le cordon avec cette sale France. Et on dirait bien que la mauvaise gestion est un talent chez nos dirigeants. Comme par exemple, je prends mon pays, le Togo, où notre professeur prend souvent toute une semaine du mois de février pour fêter l'anniversaire du décès de son feu père, avec le gaspillage des millions pour achat des boissons et autres, pendant que la pauvreté sévit sérieusement au pays. Je passe par votre émission pour dire à mes confrères que l'heure a sonné pour qu'on se réveille. C'est Trésor qui nous écrit depuis Lomé, au Togo. Plus qu'une minute et des messages, il y en a tellement. Bonjour Steve, très bon thème, comme toujours. C'est quoi? J'ai pas d'image, malheureusement. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a les images de DBS depuis un moment de temps. On espère tout simplement que tout va rentrer dans l'ordre dans les jours à venir. Un dernier message. Bonjour à toute la grande famille de DBS matinale. C'est Thomson et Anne depuis Bédi à Douala pour cette thématique. Pour ma part, je pense que certains Africains se trompent dans le combat. Je vais citer ici l'exemple de la Côte d'Ivoire. Pendant que la France faisait des manœuvres pour leur imposer Dramane Ouattara en violation de leur constitution, le peuple ivoirien s'est tout simplement rué à la désobéissance civile qui n'a pas porté de bons fruits. Ici, je donne raison à mon frère Kouyaté. Oui, il faut se débarrasser avec violence. Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas détruit les industries françaises dans leur territoire? En faisant cela, la France devait demander le dialogue immédiat. Il faut la violence pour les chasser de l'Afrique. Christelle Fangala dit dernièrement, quand les Français voulaient saisir la propriété du président Obiang, qui est en France, on avait pris la décision de s'en prendre à ces biens de la France dans le sol français. Tous les panafricanistes étaient déjà mobilisés. Désormais, nous allons passer à la manière forte. Trop, c'est trop. Prenez soin de vous qui êtes sur le plateau. Thomson Errant depuis Bédi, ici même à Douala. Vous êtes très nombreux à nous écrire. D'ailleurs, je vois Rigobert Gaudin-Niemek depuis la France, la Côte d'Ivoire, Amadou depuis le Niger, Arnaud depuis Abidjan. Vous êtes très nombreux. Plus de 25 messages encore à lire. C'est pas facile du tout. Donc, on va s'arrêter là pour ce matin. Bon, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie, Steve. Très heureux. Docteur Jean-Paul Bellec, merci d'avoir été là également ce matin. Est-ce que je peux redonner mon numéro de téléphone pour les étudiants? Allez-y, donnez votre numéro de téléphone. Les étudiants qui veulent me contacter donc pour ce projet de lancer des études de recherche, aussi bien expérimentales que théoriques, en sciences physiques et en mathématiques. Donc moi, c'est 671 85 77 05. Donc 671 85 77 05. Voilà. Merci. Et merci aussi de m'avoir accueilli. Très heureux de vous avoir sur notre plateau, hein, docteur Jean-Paul Bellec. Simon D, merci d'avoir été là ce matin. Merci. Je voudrais, avant de terminer, dire que nous, on est en train d'encourager le Made in Cameroun et le Made in Africa. Ça veut dire que tous les produits, par exemple, quand on va on trouve le Lipton, qui est un faux thé. Un faux thé. Il faudrait qu'on nous serve le Dawara et Toleti, et que dans tous les magasins Madika, dans tous les pays africains, qu'on trouve les produits faits en Afrique, par exemple, Nextel, Camtel Mobile et tous les produits qui relèvent des Africains. Je l'insiste là-dessus, c'est très important. Il faudrait que dans tous les magasins, qu'on trouve tous ces produits. Et ça, c'est important pour développer le continent. On ne peut pas développer le continent avec les produits des autres. C'est pas possible. Et je voudrais profiter pour dire grand merci à notre expert en certification, M. Déby, qui travaille beaucoup pour le Made in Africa. C'est lui qui certifie tous les produits et c'est un expert dans ce... On espère justement l'avoir sur ce plateau on va l'avoir dans les jours à venir. Il n'y a pas de problème. Albert Anatola, ici, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, moi je pense qu'il va falloir, n'est-ce pas, geler l'exploitation de nos ressources naturelles. Parce qu'à ces rythmes-là, nos enfants, nos petits-enfants ne connaîtront pas ce que c'est qu'un plant de cacao, ce que c'est que, n'est-ce pas, un baobab, parce que ça pille à tout va. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ce matin. Depuis le début de l'ère coloniale jusqu'à nos jours, l'Afrique reste un continent convoité par toutes les grandes puissances, parmi lesquelles comptent de nombreux États membres de l'Union européenne et les États-Unis. Il faut noter que des pays tels que le Japon, la Russie, l'Inde, le Brésil, ou alors la Chine, ont accru leur présence en Afrique, alors que cette Afrique, autrefois, constituait le précaré historique des Européens. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.